Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage, bien sûr, tous les jours en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un mois de septembre qui aura été un mois positif pour la prise de risque sur les marchés actions, avec plusieurs records à noter sur les grands indices actions mondiaux. L'indice MSCI World a battu de nouveaux records au cours de ce mois de septembre et on voit des gains indiciels entre 2,5% et jusqu'à 5% pour l'indice Nasdaq par exemple aux États-Unis sur ce mois écoulé. Parallèlement à cela, d'autres actifs marquent des records quasiment quotidiennement. C'est le cas des métaux précieux, c'est le cas de l'once d'or notamment, même si aujourd'hui l'once d'or reprend un peu son souffle. On a battu des records historiques sur l'once d'or tout au long de ce mois de septembre. Nous essaierons d'expliquer cette situation de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant et Pauline Gratel vous apportera plus de détails encore sur les performances qu'on peut recenser à l'issue de ce mois de septembre. Cette question toujours en suspens pour quelques heures. Les États-Unis se dirigent sans doute vers un shutdown. Nous verrons quelle sera la durée de cette paralysie de l'administration américaine qui est une forme de marronnier pour les marchés. Pas de grosse inquiétude à ce stade si ça devait durer quelques heures voire quelques jours. Évidemment, si cette situation de paralysie s'éternisait, ce serait sans doute une autre tournure pour les investisseurs et notamment sur les marchés américains. Une des conséquences qui pourrait intéresser les investisseurs, c'est de ne pas voir justement la publication du rapport mensuel sur l'emploi qui est prévu ce vendredi au moment où la Réserve fédérale américaine met un éclairage particulier justement sur la dégradation ou la décélération du marché du travail américain. Voilà donc pour les sujets du jour. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons un petit pas de côté. Nous sortirons justement des marchés cotés pour s'intéresser à la litigation finance, des stratégies qui visent à financer les contentieux juridiques et que l'on peut considérer comme une classe d'actifs à part entière, décorrélée de toutes les autres. IVO Capital Partners à Paris est une société de gestion qui monte des stratégies et des fonds de financement de contentieux depuis 10 ans maintenant. L'un des gérants d'IVO Capital Partners, Paul de Servigny, sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et aujourd'hui encore, les indices européens évoluent sans véritable dynamique. Non, le Stoxx 600 est à l'équilibre et le CAC 40 aussi, légèrement sous 7900 points. C'est le dernier jour de septembre et on peut dire que ce mois aura réussi aux actions en Europe. Plus 2% pour le CAC 40 et le Stoxx 600 et le DAX gagne près de 3%. Aux États-Unis, le risque de shutdown est donc plus présent que jamais. Oui, car si aucun accord n'est trouvé d'ici ce soir à minuit, les administrations fédérales vont fermer leurs portes et cela pourrait, entre autres, retarder la publication vendredi du rapport sur l'emploi. Dans ce contexte, les indices américains ouvrent en léger repli. Sur le mois, le S&P 500 gagne 3% et le Nasdaq 5%. Que dire des équilibres observés sur les grands marchés obligataires, Pauline ? Les rendements américains restent globalement stables, autour de 4,10% pour le 10 ans. Sur le marché d'échange, le dollar est également stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1750. Ce matin, l'or flirtait avec les 3900 $. L'or qui bondit de 10% sur un mois, ce qui ramène sa progression sur un an à plus 45%. Oui, l'or qui devient un véritable thème d'investissement. On en parlera dans quelques secondes avec nos invités de Planète Marché. À ce titre, on notera qu'une société chinoise, Jingold, s'est introduite aujourd'hui à Hong Kong, spécialiste de l'affinage d'or pour le marché chinois. Le titre a bondi de 70% pour sa première cotation sur le marché hongkongais. Si on revient à la macro, en attendant de voir si le rapport mensuel sera publié vendredi, nous avons pris connaissance de l'enquête Jolts pour le mois d'août qui n'a pas fait bouger le marché, Pauline. Non, les taux sont restés stables après la publication. L'enquête Jolts, qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain, montre que le nombre de postes à pourvoir est globalement stable. Avec 7,2 millions d'ouvertures, c'est légèrement supérieur aux attentes. Le chiffre du mois précédent a été révisé en légère hausse. Et puis c'est la semaine de l'inflation pour les pays de la zone euro, avec des chiffres publiés ce matin pour la France et cet après-midi pour l'Allemagne. Oui, pour la France, en données harmonisées, l'inflation recule de 1,1%.
1% sur un mois en septembre. C'est plus qu'attendu. Sur un an, il s'établit en hausse de 1,1%. En Allemagne, toujours en données harmonisées, l'inflation est en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,4% sur un an. Du côté des valeurs, on retiendra le bond de Valneva aujourd'hui sur le marché parisien. Oui, son vaccin contre le chikungunya affiche des résultats positifs. Le titre est en tête du SBF 120 et gagne plus de 10%. Au sein du CAC 40, Total Energy est pénalisé par les baisses des prix du pétrole et cède à nouveau 2% dans le sillage de la séance d'hier. Oui, quasiment 5% de baisse en 2 jours pour Total Energy après sa journée investisseur hier à New York. On aura l'occasion d'en dire un mot également dans l'émission. Et puis à noter par ailleurs sur le marché britannique à Londres le plongeon de 10% du titre Asos. Oui, le groupe de mode en ligne a alerté sur ses résultats et attend notamment un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché, pénalisé par une faible demande. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? La semaine de l'emploi se poursuit demain avec l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois de septembre. En zone euro, on attend la première estimation de l'inflation de septembre et aux États-Unis, on va regarder l'ISM manufacturier également pour le mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Régis Béguet à nos côtés également, associé et gérant de fonds chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Bazissière complète ce trio, le président d'Equity GPS avec nous autour de cette table. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Parlons de l'or, des métaux précieux et des matières premières en général pour ouvrir cette émission. Gilles, si l'once d'or monte, et je crois que tout le monde commence à le voir, on est sur un gain de quasiment 50% depuis le début de l'année en dollars, bien sûr. Il y a un secteur ou un sous-secteur du marché qui monte encore plus, c'est celui des minières et des minières aurifères spécifiquement, Gilles. Oui, en effet, parce que pour des raisons assez simples, leur chiffre d'affaires à tonnage constant augmente. Quant à leurs coûts, ils sont relativement bien maîtrisés, notamment via l'aspect énergétique. Le plus gros coût, la plus grosse base de coûts des miniers, ce sont l'énergie. Le pétrole, le gasoil, éventuellement l'électricité, elle s'électrifie de plus en plus. Et également les explosifs, qui sont des dérivés de produits chimiques largement du pétrole. Donc dans un contexte où le chiffre d'affaires monte sans que les coûts montent, parce que la production elle est très stable au niveau mondial. Elle est fixe, oui. Voilà, elle est fixe, donc vous n'avez pas vraiment de hausse de coûts de production, si ce n'est des inflations ici et là. Et puis votre première masse de coûts est bien maîtrisée, les profits s'envolent et donc boursièrement ça se voit. D'accord, mais il y a un vrai effet de levier. C'est-à-dire, moi j'ai connu des périodes où l'or montait, et pour autant, le secteur des minières aurifères ne déclenchait pas de hausse particulièrement spectaculaire. En effet, pendant plusieurs années autour de 2010, si ma mémoire est bonne, on a eu une hausse de l'or avec une hausse du pétrole. Donc là, on avait le jeu des commodities qui montaient ensemble pour des raisons qui sont compréhensibles, et tirées largement par les marchés de produits, par les hedge funds, les marchés dérivés, etc., parce que quand même ce sont des actifs réels, anti-inflationnistes en règle générale, et voilà. Mais dans le domaine de l'or, l'offre de l'or est beaucoup moins l'augmenter que l'offre de pétrole. Et donc, dans des considérations comme aujourd'hui, où, contrairement, le pétrole est bon marché, ça le favorisera, alors que l'époque que vous mentionniez, là, on avait une envolée du prix du baril, et donc les coûts des minières... pénaliser les bénéfices des absolument. minières. Donc, ça faisait plus que compenser la hausse des cours de prix de vente du minerai. Dans votre système de rating chez Equity GPS, qu'est-ce qu'on peut dire des notes associées justement? Alors, c'est un petit segment de marché, il faut le préciser, avec des entreprises qui sont quand même de bonne taille, mais ce n'est pas un secteur qui représente une masse importante dans le marché. C'est une fraction d'1% de la capitalisation boursière mondiale. Très bien. Mais ce qui illustre aussi le fait que relativement peu de flux peuvent faire bouger quand même des valeurs de façon très sensible. Alors, notre rating continue d'être bon. Il est un tout petit peu moins bon qu'il n'a pu être il y a un an et demi.
mais ils restent très constructifs sur les valeurs. La partie dynamique de leur perspective relative est toujours exceptionnelle. Donc, elle se distingue par rapport à l'ensemble des valeurs cotées dans le monde par le rythme de révision à la hausse de toutes leurs métriques économiques et financières. Et leur valorisation n'a pas vraiment beaucoup augmenté compte tenu du fait que les profits, les cash flows, les rendements du dividende, etc., ont eux progressé très fortement. Donc si les cours ont progressé un peu plus fortement que cela, donc leur valorisation s'est un petit peu dégradée par rapport à ce qui était avant, Je comprends. mais elle reste constructive et intéressante. Donc sauf hypothèse de renversement de l'évolution du cours des métaux précieux, si ça reste à ces niveaux-là, les minières peuvent continuer d'en profiter d'un point de vue boursier, à notre avis. On a vu des performances. Alors, l'or est à plus 40 en dollars, mais certaines minières ont vu leur cours de bourse s'envoler de 60-70% depuis le 1er janvier. Oui, ben là, on a un effet on a un effet de levier important sur votre marge brute. Vous avez des coûts stables à peu près et votre chiffre d'affaires qui monte. Donc là, c'est votre marge brute qui augmente sensiblement. Valérie. Ça peut aller dans l'autre sens, le jour où... et on l'a déjà vu, mais en ce moment, c'est dans ce sens-là. Oui, les planètes sont alignées de ce point de vue-là. Valérie, comment vous comprenez le thème de l'or? Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue en plateau encore ces derniers jours. Un des points qui était soulevé par une intervenante, d'ailleurs très positionnée sur ces minières aurifères, c'est que c'est plus simplement un actif de couverture. C'est un vrai thème d'investissement. Bon, alors moi, je m'intéresse rarement aux causes des mouvements. Bon, pour moi, on a fait quand même le gros de la hausse sur l'or pour 2025. Pour 2025, je précise. Je serais plutôt à recommander de prendre des bénéfices sur ce secteur-là. Après, ça dépend de la vitesse à laquelle on veut faire bouger son portefeuille, sa pondération, etc. Mais en tout cas, certainement pas d'acheter. $4 000, c'est peut-être le moment où... Oui, c'est bon. C'est très tendu sur les semaines qui viennent et je pense qu'on doit avoir une meilleure opportunité début 2026 a priori. Bon, mais moi je regarde plutôt les choses en général d'un point de vue macro. Donc je trouve que la forte accélération, c'est vrai qu'elle a eu lieu après la Fed. Enfin, ça montait déjà auparavant, mais ça a bien accéléré après la Fed. Donc on pourrait le comprendre comme étant une couverture contre l'inflation. En même temps, on n'a pas vu grand-chose se passer sur les marchés de devises ni sur les marchés de taux, donc c'est un petit peu bizarre. Ce qui renforce mon côté méfiant. Ouais, je comprends. En septembre, l'or prend encore 10%. Alors que le dollar ne baisse quasiment plus, pour dire les choses. Il ne se passe rien. Le dollar, de date à date, on peut voir des mouvements, mais si on regarde vraiment, il ne se passe plus rien depuis le mois de, je sais pas... L'été, quoi, le début depuis de l'été. l'été, oui, un truc de ce goût-là. Donc voilà, donc je suis un petit peu plus méfiante sur le côté... Enfin, méfiante, je vous dis, pour les semaines qui viennent. Mais la thématique des métaux m'intéresse, et les métaux industriels, en fait... personnellement, m'intéresse plus pour ce qui va suivre que l'or, que je mets un petit peu derrière en termes de déroulement de marché. Je trouve que ce qui se passe sur le cuivre est intéressant. Bien sûr que si on regarde le graphique simplement en prix, en barre quotidienne, on voit rien. Si on se met sur les cours de clôture mensuels, et pour moi, quand on parle... économie et qu'on veut comprendre les corrélations et ce que le cuivre reflète de l'activité économique, c'est plutôt sur le long terme qu'il faut le regarder, c'est pas sur les données quotidiennes. C'est pas l'intraday qui compte. Non, pas trop. Donc on a quand même un cuivre qui, depuis 2 ans, montait tranquillement, qui est en train d'accélérer, qui fait une clôture mensuelle au plus haut depuis de très nombreuses années. Donc c'est intéressant. Parce que ça se produit au moment aussi où la Chine fait la même chose. Donc... Alors c'est quoi l'idée d'une reprise cyclique? En fait, c'est l'aspect cyclique de ces métaux qui compte là? C'est-à-dire que le cuivre, c'est l'électricité, donc c'est l'intelligence artificielle, donc c'est aussi la Chine. Ouais. Bon, voilà. Et toute cette dynamique est très présente dans les marchés. Et en ce moment, alors on a
partout des trucs qui franchissent des niveaux dans toutes ces familles. Il y a un truc très cohérent là, qui se met en place. Il y a un truc qui est très cohérent. Donc ça fait pas tellement faux signal, dans la mesure où quand on a des faux signaux, justement, on a des incohérences. D'où le problème sur l'or, qui lui n'est pas cohérent pour moi. Il est cohérent à long terme, mais il ne l'est plus à court terme. Voilà, donc je trouve que le côté et puis l'aluminium aussi monte. Ouais, donc les vrais métaux industriels. Les vrais métaux alors industriels. l'or a un usage pour la joaillerie, etc. dans certains pays, etc. Mais ça reste mineur par rapport à ces métaux-là. Ça reste mineur. Mais voilà. Et moi, je suis dans une thématique où les matières premières, dans les 2-3 ans qui viennent, doivent avoir un rôle majeur. Dans les portefeuilles. Enfin, sur le marché, quoi. Oui, dans les portefeuilles aussi. Enfin, économiquement, je suis pas optimiste. Je vois quand même des tensions géopolitiques partout. On va vers des guerres. Donc, il faut fabriquer des armes, des canons, etc. L'or, c'est bien, mais... Donald Trump nous dit qu'il a résolu 7 ou 8 guerres, je ne sais plus, depuis qu'il m'est arrivé. Non, mais j'entends votre point. Donc, il y a un cycle quand même pour vous, quand vous regardez sur du moyen long terme, c'est ça, qui doit apporter ce compartiment des matières premières. Ouais. D'accord avec cette idée, Régis, vous aimez bien le compartiment matières premières, l'énergie, etc. Ouais. Alors moi, je m'intéresse plus justement aux causes, donc c'est complémentaire. Et pour moi, il y a quand même trois classes d'actifs dans les matières premières qui sont bien différentes, qui sont l'or, qui est à mon avis à rapprocher plus du Bitcoin, qui est vraiment un actif strictement spéculatif, qui correspond à la défiance qu'on peut avoir sur le dollar. L'accélération de l'or, même si c'est pas dans la même proportion, a quand même correspondu beaucoup à la baisse du dollar. Et du coup, la baisse du dollar vis-à-vis des autres devises, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'appétit dans les autres devises non plus, pour les mêmes raisons, puisqu'on a globalement les mêmes problèmes. Et donc, ça fait effet de valeur refuge, et au même titre que le Bitcoin, qui est une manière de s'échapper de toute forme de devise. Quoi qu'in fine, le Bitcoin doive quand même être converti dans une certaine devise. Enfin, il commence à y avoir un certain nombre de transactions directement en Bitcoin. Mais voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre strictement financier. Le pétrole, qui est un rapport offre, qui est aussi un actif, qui est un peu hybride, parce que c'est aussi un actif très spéculatif, très financier. Il y a beaucoup de flux financiers sur le pétrole qui ne correspondent en rien à l'équilibre offre-demande et à la réalité physique, plus à des anticipations géopolitiques, des anticipations de ce que va faire le PEP, s'il va ouvrir les vannes, pas ouvrir les vannes, etc. Mais bon, en réalité, il y a rarement pénurie réelle de pétrole. On a rarement été, alors sauf quand il y a des grèves de conducteurs de camions, mais à part ça, il est rare qu'on manque physiquement de pétrole. Il finit toujours par arriver d'une manière ou d'une autre à un prix. Il y a une grande élasticité de la demande par rapport au prix. C'est pour ça que la baisse du pétrole est finalement le meilleur moyen d'anticiper la hausse du pétrole, et la hausse du pétrole le meilleur moyen d'anticiper la baisse, parce que il y a une certaine élasticité prix qui est souvent sous-estimée. Et là, la baisse du pétrole, elle correspond à une volonté de l'OPEP de rouvrir les vannes, peut-être pour contrer l'éventuel embargo qu'on referait, que Trump réussirait à mettre en place sur la Russie. L'Iran, ça fait longtemps qu'il ne compte plus dans le marché du pétrole. Voilà, donc il y a ce pétrole-là, et puis les autres matières premières, alors, qui sont très, très diverses. Il y a vraiment beaucoup de causes. Après, il y a les matières premières agricoles sur lesquelles il y a des phénomènes climatiques qui interviennent. Spécifiquement sur le cuivre, je dois dire qu'il n'y a pas que les mines d'or qui ont beaucoup monté, il y a aussi les mines en général, Antofagasta, anglo-américaines, etc., qui ont monté sur un phénomène physique pour le coup un peu particulier. Il y a eu un gros accident industriel chez Freeport-McMoRan qui va amputer sa production de cuivre pendant de longs mois, voire plusieurs années. Il y a une enquête, il y a eu des morts, la mine est fermée. Donc là, pour le coup, il y a un risque de répercussions véritablement physique sur le cuivre au moment où effectivement la demande reste élevée dans le cadre de l'électrification de l'économie mondiale, enfin de l'énergie mondiale. Et donc, évidemment, ceux qui ont des mines de cuivre en fonctionnement en profitent. Et il y a eu une hausse du cuivre qui a été liée à ça, qui fait suite à une hausse
hausse effrénée du cuivre qui avait eu lieu au printemps 2023, qui, elle, était un peu plus liée à des phénomènes financiers, avec un short covering, quelqu'un qui n'arrivait pas à racheter sa position financière sur le cuivre, qui n'arrivait pas à se déboucler physiquement et qui était obligé de se déboucler financièrement. Là, on est plus dans quelque chose de physique qui est peut-être quand même si c'est long, une contrainte sur la production. À notre échelle d'investisseurs, ça peut paraître long parce qu'on parle de plusieurs mois, plusieurs années, mais finalement qui est quand même un phénomène qui devrait se normaliser. Ça m'a inspiré un roman, d'ailleurs, ce sera le thème de mon prochain. Le prochain? Oui, le prochain roman, qui est fini d'ailleurs, mais qui quand il sortira, c'était plus... Donc on reste dans le thème des matières premières, de l'énergie, etc. Sur le cuivre spécifiquement. Excellent teasing, Régis. Juste un mot encore, parce qu'on parlait du pétrole rapidement, là. Total Énergie qui perd 5% en 2 jours après son Investor Day à New York. C'est tout le secteur ou il y a un petit sujet spécifique Total? D'accord. Il y a la faiblesse quand même du baril depuis plusieurs jours, en partie liée, encore une fois, à cette intention de l'OPEP d'ouvrir un peu les vannes, en partie avec un vague espoir d'apaisement au Moyen-Orient, qui reste quand même une hypothèse qu'on peut tous souhaiter, mais qui reste un peu vague à ce moment-là. Mais c'est possible que ça joue aussi sur la faiblesse des prix du baril. Et puis il y a un peu de spécifique sur Total, quand même, qui, à l'inverse de ses précédents Capital Market Day, où il avait dit qu'il réinvestissait ses cash flows pour acheter ses actions, a diminué son programme de rachat d'actions dans le but d'avoir un levier financier plus faible, donc d'avoir moins de dettes, ce qui est une preuve de prudence de bonne gestion du management. Ça peut tout à fait être interprété comme une bonne gestion, volonté de baisser son levier financier. Il n'y a absolument rien de mal à ça en tant que tel, mais c'est un signal de prudence de la part du management qui semble indiquer peut-être qu'il s'inquiète de la demande de pétrole pour les mois qui viennent, sachant que il lit pas j'ai connu beaucoup de grands spécialistes du pétrole qui sont beaucoup trompés sur le prix du baril, donc je pense que personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas ça témoigne d'une inquiétude du management de Total sur les prix du pétrole et du gaz pour les trimestres à venir, et donc d'une volonté d'assainir son bilan, d'avoir un bilan un peu plus solide, donc pour se préparer à des jours difficiles. C'est simplement l'interprétation du management de Total, c'est leur droit le plus strict, mais c'est aussi assez logique que le marché, du coup, réagisse par une certaine forme de prudence et à une baisse des cours. Légitime, qu'on puisse imaginer qu'il y ait certaines difficultés devant nous à gérer pour des entreprises globales, mondiales. Le thème peut-être une accélération de l'électrification qu'ils voient, qu'ils perçoivent mieux que nous, et donc de la baisse de la demande. Bon. On reboucle avec le cuivre, l'électrification, etc. Le thème des matières premières en général, on est parti des minières aurifères, mais c'est un thème, quand vous regardez les entreprises de ce secteur-là, Gilles, c'est un thème sur lequel on peut être constructif. Une Total, ça fait 1 an qu'elle ne fait plus rien, pour dire les choses. Oui. Hein, alors le secteur du pétrole, dans les 11 secteurs mondiaux, c'est un de ceux qui a le moins bon rating aujourd'hui. Mais donc... voilà, alors ça ne veut pas dire que ça puisse pas réagir favorablement à telle ou telle nouvelle, mais il faudrait un changement de nouvelle pour réapprécier la chose au global. Et non, clairement, les minières de plus générales sont moins bien notées chez nous que les métaux précieux. Alors il y a encore plus petit secteur que les aurifères, c'est les mines spécialisées dans l'argent, même si elles font tout un petit peu de tout en même temps. Mais l'argent métal se comporte très bien également. Voilà, donc on extrait aussi de l'argent, du plomb, de l'or, etc. Donc il y a des poids différents selon les sociétés. Mais il y a une histoire sur l'argent qui est un petit peu intermédiaire. Elle bénéficie un petit peu de l'effet refuge de l'or, même si elle n'est pas achetée par les banques centrales contrairement à l'or. Donc ça, c'est un gros phénomène pour l'or. Mais il y a un phénomène de substitution dans la joaillerie mondiale
Donc, qui est quand même à la fin un gros consommateur de métaux précieux. L'or montant, on achète à sa promise de plus en plus de bagues en argent, d'or. Et puis le deuxième élément, c'est l'aspect industriel. Le photovoltaïque et l'électrification il y a plus d'applications industrielles pour l'argent utilisent de l'argent, bien sûr. Et ainsi que la photonique. Qui est un sous-secteur, mais vraiment promis un très grand avenir avec l'IA, mais également le quantum computing, mais même les centres de données d'aujourd'hui, parce qu'on les utilise de moins en moins en solitaire, mais en cluster, où il faut relier un terme informationnel des tas de centres différents, parfois des centaines de mètres, des kilomètres de distance. Et là, la photonique est très utile, et la photonique est très consommatrice, là, de métaux-pression en général, y compris d'or. Bon, puisqu'on parle d'IA, Valérie, où est-ce qu'on en est de ce grand thème IA? Où est-ce qu'on en est du chemin de ces grandes valeurs qui ont pour l'instant capté, l'essentiel du thème IA, Nvidia étant évidemment l'emblème de ce thème autour des infrastructures d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est à un moment dangereux? Est-ce qu'il y a un gros risque de repricing de ces valeurs-là, de leur valorisation, ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose de porteur? Sur le mois d'octobre, je ne suis pas super à l'aise à court terme. Mais si on fait exclusion des 2 prochaines semaines, en gros, ou 3 prochaines semaines, je ne suis pas sûre que ce soit terminé. Il y a plusieurs indicateurs de fin de hausse que je n'ai pas encore vus. D'abord, ça s'est développé très lentement parce que cette surperformance des valeurs tech, elle a été lente à revenir pendant l'été. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est arrivé seulement au mois de septembre. Oui, j'entends des gens qui parlent de valorisation, qui disent c'est cher, etc. Mais en fait, c'est cher au vu des données d'aujourd'hui. La croissance est tellement rapide que c'est très facile que ça ne soit plus cher demain. Donc, c'est pas des choses qui m'intéressent du tout, et je trouve que c'est pas très intéressant à prendre en compte sur ce C'est pas le bon argumentaire. Okay. C'est des argumentaires qui changent vraiment très vite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois qu'on a quand même des volatilités implicites qui ne baissent pas, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Tout étant relatif, mais on est quand même toujours autour de 14, disons, en volatilité implicite sur le S&P 500. Et une fin de hausse qui se fasse avec une volatilité à 14, c'est pas impossible. Mais la vol n'est pas assez basse pour qu'il y ait une exubérance généralisée. Ouais. Et en fait, ça vient pas. Ça vient pas. À chaque fois, on a une nouvelle inquiétude qui ressurgit et on a l'impression que tout est en place. Et non, le marché repasse un cap, remonte avec une vol qui reste au même niveau. Donc les investisseurs sont couverts, sont conscients des risques et continuent malgré tout d'acheter et de payer le marché. En fait, ils sont même de plus en plus couverts. Ah oui. A priori, oui. Donc c'est pas très cohérent avec la fin de baisse, la surperformance. La fin de hausse. La fin de hausse. Oui, j'étais à la fin de baisse de la volatilité implicite. La surperformance du Nasdaq ou même du SOX, parce que ça se concentre aussi beaucoup sur les semi-conducteurs quand même, elle a rien de considérable. Enfin, bien sûr qu'elle est importante. D'autant plus que quand on la corrige du dollar, ça c'est sûr. Ouais, je vais pas regarder corriger du dollar, mais enfin, on est à moins de 10% ça s'est développé. Non, mais ça s'est développé. La dernière vague, elle s'est développée là depuis quelques semaines, et le dollar, il fait plus rien. Donc ça n'a rien changé, je crois, sur le dernier mouvement. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui dise tous les indicateurs classiques que je peux surveiller, qui me disent il y a un gros danger. Ne sont pas vraiment en place. Il y a des choses qui collent pas bien, mais qui sont plus au niveau vraiment macro, et c'est plus en Europe.
encore qu'aux États-Unis. Enfin, je sais pas, les spreads de taux européens sont quand même très, très, très écrasés. Oui, bien sûr. Oui, par exemple. Enfin, donc ça peut être un petit peu embêtant. Enfin, il y a plus de complaisance pour vous peut-être dans certains aspects du marché européen que dans le marché américain. C'est vraiment compliqué parce que ce marché américain, il y a des tels déséquilibres en termes de pondération de valeur, etc. C'est dur de s'y retrouver et je trouve que c'est vraiment moi ce qui me gêne parce que je travaille sur des agrégats, sur valeur par valeur. On peut dire des choses, oui. Oui, mais ça n'a pas la même portée macroéconomique. Enfin, c'est pas pareil. Et il y a trop d'écart au sein des indices. Je suis obligée de prendre des pincettes, bien entendu. Mais voilà. Donc pour le moment, je fais abstraction une fois encore de ce qui peut se passer là à court terme. On a une clôture trimestrielle au plus haut. Octobre peut être un peu plus. C'est le genre de choses où assez classiquement mouvementé, on a des prises de profit après. Mais sinon, voilà. Régis, sur la vulnérabilité ou non de ce marché américain et de cette locomotive de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est en 96 ? C'est-à-dire est-ce qu'on a encore 3-4 ans devant nous pour laisser gonfler les choses ? Ou est-ce qu'on est fin 99 à quelques mois d'un pic de marché qui s'est suivi d'une grosse dégringolade ? Une grosse correction. Allez, il y a quand même beaucoup de différences avec 2000. Non, la similitude, c'est que effectivement, il y a une nouvelle technologie dont on sent bien qu'elle va bouleverser les habitudes, elle va bouleverser l'organisation des entreprises, elle va bouleverser notre organisation personnelle. Maintenant, on a des valorisations qui sont très élevées, mais on a des business models. Et quelque chose qui est aussi semblable à un 2000, c'est quand on parlait en 2000 des valeurs Internet, en fait, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. C'était quoi les valeurs Internet ? Et en fait, c'est un peu pareil aujourd'hui. Les valeurs IA, on ne sait pas très bien. Vous avez en amont, vous avez d'abord, le monde commence par les semi-conducteurs. En amont du tout, vous avez les semi-conducteurs. Ensuite, vous avez des gens qui développent un code pour faire de l'IA, ChatGPT et tous les autres, Perplexity, etc. Vous avez des gens qui développent des applications d'IA à partir de ces semi-conducteurs et d'un langage informatique. Et puis ensuite, vous avez les usages nouveaux qui vont être développés, qui vont être... pour certains, des business models qui sont détruits ou des emplois qui sont détruits puisque l'IA vous remplacera. Pour d'autres, des nouvelles applications. L'automobile va utiliser l'IA pour la conduite autonome. Tas d'applications technologiques. La santé va utiliser l'IA. La santé va bien entendu utiliser l'IA. Utilise bien entendu déjà l'IA dans plein de domaines d'ailleurs parce qu'elle utilise l'IA pour modéliser des molécules, pour modéliser des vaccins ou des anticorps monoclonaux, mais elle utilise l'IA aussi pour concevoir des études cliniques, pour sélectionner les patients, pour traiter la data des patients, etc. Donc, dans plein de domaines. Et puis, vous avez des domaines dans lesquels c'est contesté, c'est-à-dire il y a débat. Si vous prenez le domaine de la publicité, par exemple, il y a les agences de la publicité qui vous disent « Mais nous, l'IA, c'est un outil formidable de productivité, ça va raccourcir nos délais, ça va nous permettre de produire du contenu très facilement. Et nous, notre métier, c'est pas du tout de produire du contenu, c'est de gérer de la data. » Et puis d'autres qui vous disent « Mais non, les agences de pub ne servent plus à rien, puisque de toute façon, on peut faire des spots publicitaires avec de l'IA. » Et on peut déjà prendre ces paris. La question étant, justement, en termes de risk-reward, est-ce qu'il vaut mieux rester encore sur les gagnants de la première heure ? Est-ce qu'on est encore confortable avec les gagnants de la première heure, ou est-ce qu'il faut déjà avoir basculé ? Le problème, non, il faut basculer, parce que les gagnants de la première heure, le problème, c'est qu'ils commencent à faire quelque chose d'un peu circulaire. J'en veux pour preuve l'investissement de Nvidia dans ChatGPT. Si vous voulez, il donne 100 milliards. Il investit 100 milliards dans ChatGPT qui va pouvoir racheter des puces Nvidia. On finance son client, quoi. On commence à devenir, à rentrer dans quelque chose de circulaire qui est assez malsain, c'est certain. Et puis, de la même manière qu'en 2000,
voilà, vous avez aujourd'hui Mistral, vous avez DeepSeek, vous avez Perplexity, vous avez ChatGPT, vous avez Gemini. Probablement, il n'en restera qu'un. De la même manière qu'il n'est resté que Google et puis il n'est resté qu'Amazon. Et puis tous les autres ont disparu. Je suis pas spécialiste. Plus ou moins. On nous vend quand même des IA un peu sur mesure, dédiées à des usages spécifiques et que ça. Mais il y a une différence, chacun aura chose son qui est IA. beaucoup plus simple en 2000, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas en bourse des business models fondés sur rien, absurdes, fondés sur du vent, avec des gens. Oui, mais vous n'avez pas, comme vous aviez en 2000, des web agencies, des gens qui s'installaient dans des appartements de 200 mètres carrés en fumant le cigare et en valant 3 milliards d'euros. Ça n'existe pas aujourd'hui dans l'IA. Pas encore, du moins. Donc, c'est quand même plus sain. Il fume plus le cigare. Et en plus, exactement, on ne fume plus le cigare, c'est complètement démodé. Dans ce monde-là, en tout cas, sans doute. Qu'est-ce que ça donne, l'IA, en termes de notation chez vous, là, pour ces grosses valeurs? C'est l'occasion de faire un petit point. Je rejoins ce que je disais, Régis, sur la caractérisation de l'IA. Hein. Elle est compliquée, en fait, valeur par valeur. Et après, on a toutes les strates, très amont, aval B2B, aval B2B2C, l'IA agentique B2B ou B2C. Voilà, donc ça c'est... Mais on intuite quand même que le potentiel est phénoménal en termes et de gains de productivité et de création de nouveaux services. Sans doute, cela conduira-t-il à une poursuite de la séparation dans tous les domaines entre le luxe au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les services plus, le premium, le super premium, et des services très bons mais très peu chers, pour ceux qui savent utiliser eux-mêmes leur PC et puis et remplir leur feuille d'impôt via leur PC sans avoir à passer par un premium qui leur explique comment tout ça se fait. Et là, c'est quand même assez... Ça peut être ébouriffant comme sujet. Alors oui, avec des pertes d'emploi, mais oui également avec des gains d'emploi. Également, le sujet des pertes d'emploi exclusives. Il y a quand même une une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est de faire en sorte que on remplisse sa journée en termes de consommation de services et de biens. Après, bien sûr, il faut trouver tout ça, mais moi, je suis assez optimiste y compris sur les sujets sociaux. Alors, au niveau global mondial, même s'il devait y avoir une correction de ces grandes valeurs, les gagnants de la première heure, comme je les appelle, ça ne remettrait pas en cause pour vous cette thématique profonde qui se diffuse. Absolument, mais il y a quand même cette diffusion qui est un phénomène important. Les gagnants de la première, les gagnants actuels au sens large, oui, c'est pas la revalorisation qu'il faut regarder. Valérie a raison, mais par contre, toute inflexion dans le rythme d'évolution de la croissance, là, lui, est à regarder. Et donc là, ça veut dire... Et c'est plus ça qu'il faut regarder que la valorisation elle-même, sachant que les développements des centres de calcul, ça peut bunir... Fort d'investissements qui, à un moment, peuvent aussi altérer les cash flows de ces entreprises. Et puis ça peut buter... beaucoup de cash flow aujourd'hui, mais ça peut aussi se réduire. Ça peut buter sur des contraintes physiques, physiologiques, de fournisseurs, d'organisation, de marchés finaux, et puis aussi sur des sujets également supposément comptables, parce que les 100 milliards, moi j'ai pas pu lire quoi que ce soit en termes de papier. Aucun détail. Non, mais on ne sait pas à quoi ça sert. C'est potentiellement 10 fois 10, mais même la première tranche de 10, quelles conséquences ça aura spécifiquement sur les BPA, etc., le nombre de titres, etc. Là, on est quand même dans un domaine... On a mis un chiffre sur un deal. Absolument. Ça auto-entretient un move, mais attention. Contenu pour longtemps aussi. Donc parfois, ça peut durer très très longtemps et avoir son efficacité. Mais... Gilles, gardez la parole, petit tour de table. Là, où est-ce qu'on est confortable là? Quels sont les vents porteurs sur les marchés dans la tech, globaux? Oui, alors dans la tech, pour nous, il y a dans le domaine des pics et des pioches
dans le domaine de l'informatisation, la poursuite de l'informatisation du monde, parce que l'IA n'en est un prolongement. Un prolongement. Il y a 2 valeurs aux États-Unis au Nasdaq qui nous paraissent encore très très peu chères et très très attractives. C'est Coherent et Micron. Coherent, c'est une boîte qui est très active dans le domaine de l'optique et de la photonique. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et amené à des développements phénoménaux, y compris dans les technologies actuelles. Et la deuxième, et pour Micron, c'est tout simplement des mémoires vives. Et là, la demande est exponentielle également en la matière. C'est un secteur, certes, qui est cyclique, mais le marché n'a pas encore bien valorisé tout ça. La demande à la fois centralisée dans les centres de data d'IA, mais également décentralisée dans tous nos appareils portables, ceux qu'on porte sur soi ou ceux qu'on observe à la maison, qu'on regarde à la maison. Et là, c'est des boîtes qui sont encore à 8 ou 9 sur 10 et qui sont encore et qui ont un boulevard devant elles aujourd'hui. Ouais. Valérie, où est-ce que vous voyez des tendances bien installées dont on peut encore profiter? Vous évoquiez tout à l'heure la Chine. C'est vrai que les actions chinoises, là, ça semble se regarder à nouveau. En tout cas, on entend moins que la Chine est ininvestissable depuis que le marché a rebondi. Oui, alors en termes de surperformance, c'est pas encore gagné. On a eu de la surperformance court terme, mais il faut le transformer. Oui. Et il faudrait quand même qu'il y ait une accélération baissière du dollar, parce que sinon, ça ne sera pas si simple que ça. En général, c'est comme ça que ça se déroule. Je regardais à nouveau, parce qu'il y a beaucoup d'échos avec, pour moi, avec ce qui s'est passé en fin 2016. Mais fin 2016, début 2017, après, on a quand même eu une baisse du dollar qui a aidé au démarrage. Mais il y a pas mal de déterminants qui sont bien sur la Chine. Donc, moi, je surveille aussi toutes les valeurs du secteur des produits de base. Enfin, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, mais il y en a quand même pas mal. Je trouve que ce qui est un peu étonnant, dans les small caps françaises, dans ce qui est biotech, pharma, oui, alors Abivax, bon, je suis pas sûre qu'on puisse encore en parler, mais nanobiotique aujourd'hui, vous n'avez pas mentionné, Pauline n'a pas mentionné. Donc Valneva, c'est en train de s'améliorer. Donc derrière la fusée Abivax, il y a peut-être d'autres fusées qui s'appelle Medincell, qui elle aussi a quand même bonne allure, et donc comme c'est peut-être toute la biotech qu'on redécouvre. Il conseille. Ils développent pas des médicaments pour eux, c'est que dans l'ensemble de l'univers, il peut peut-être se passer des choses, voilà. Moi, et puis il y a toujours des gros secteurs de l'industrie qui me plaisent bien. Enfin, et on doit avoir des choses encore à faire effectivement en tech européenne, en accompagnement de ce qui se passe actuellement sur la tech. ASML est redevenue la première capi boursière européenne, je crois, au cours de ce mois de septembre. Ouais. Oui, c'est une petite anecdote comme ça au passage. Régis, juste un petit mot de la santé, parce que demain entrent en vigueur les nouveaux tarifs douaniers sur les importations de médicaments aux États-Unis. Ça n'a pas eu l'air de faire beaucoup de vagues jusqu'à présent. Alors, il faut comprendre qu'il y a 2 sujets, il y a 3 sujets aux États-Unis. Le premier, c'est le délire de RFK sur donc le ministre de la Santé, sur les vaccins, etc. Une espèce de truc très fantasmagorique. Bon. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin aussi depuis. Il a essayé de virer des gens dans l'administration, tout ça. Il y a eu quand même des départs en cascade à la FDA, etc. Mais finalement, la FDA semble fonctionner à peu près correctement. Et voilà, le délire semble... Enfin, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit susceptible d'arrêter son délire. Mais en tout cas, ça fait moins de bruit. Ensuite, ça sent le contenu, quoi. D'accord, le délire est contenu. Le délire est contenu. Ensuite, vous avez la problématique des tarifs douaniers, qui est une problématique très, 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 très marginale pour ce qui concerne la plupart des pharmas, dans la mesure où la plupart des pharmas, des grandes pharmas européennes,
ont déjà de Des très usines grandes sur place. capacités et produisent la très grande majorité des produits vendus aux États-Unis sur le sol américain, à l'exception de quelques produits spécifiques qui sont fabriqués en Chine, etc. Mais c'est très marginal et c'est tellement indispensable que de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance, ça n'aura aucune espèce d'impact. Et dans le 100% de tarifs douaniers qui a été annoncé, Il n'y a pas les génériques. il faut signaler qu'il n'y a pas les génériques, qui sont petits aux États-Unis. Les génériques, c'est pas un énorme marché, mais surtout que si les entreprises, si chaque entreprise a déclaré son intention de créer des capacités de production aux États-Unis et que ce soit un peu plus qu'une intention, c'est-à-dire que les contrats aient été signés, les travaux aient démarré, ils sont exemptés. C'est-à-dire tout le monde. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un problème réglé. Ensuite, nous avons un troisième sujet qui est lui le plus délicat et le plus complexe. C'est ce qu'on appelle MFN, la Most Favored Nation, où chaque entreprise est supposée vendre pour Medicaid et peut-être pour Medicare au prix le plus bas vendu dans le monde. On ne sait pas ce que c'est que ce prix le plus bas, parce que ce prix le plus bas, il y a d'abord un certain nombre de pays pauvres qui peuvent être exclus de cette liste. Ensuite, on ne sait pas si ce prix le plus bas, il est GDP adjusted du pays dans lequel on va, ce qui changerait quand même pas mal les choses. Et enfin, pour beaucoup de produits, dans la catégorie Medicaid, ils sont déjà au prix les plus bas, parce qu'évidemment, il y a des écarts énormes de prix entre les produits vendus aux États-Unis et les produits vendus en Europe, mais pas dans Medicaid, où il y a déjà une négociation qui est faite, où on a déjà un énorme décote par rapport au marché privé. Donc, mais ça reste le sujet le plus flou et le plus sensible et le plus explosif pour le secteur. Les tarifs, c'est très anecdotique. Bon. Beaucoup d'affichage, mais pour le coup, assez peu d'impact derrière ces mesures qui entrent en vigueur. Pas toujours, mais en tout cas, là, pour ce secteur-là, c'est sans doute le cas. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valérie Gastaldi, Day by Day, Régis Béguet, Zadig Asset Management et Gilles Bazissire, Equity GPS. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui d'une classe d'actifs à part dans le monde des marchés. Une classe d'actifs qu'on appelle la litigation finance, le financement de contentieux, qui mérite effectivement ce quart d'heure thématique. C'est la deuxième fois seulement que j'en parle en 5 ans, je crois, avec les équipes d'Iveo Capital Partners, il faut le dire, et Paul de Servigny qui est à mes côtés, qui est gérant de fonds litigation finance chez Iveo. Bonsoir Paul. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, parce que Iveo Capital Partners développe depuis 10 ans maintenant des stratégies et des fonds dédiés à la litigation finance, au financement de contentieux. Il faut juste nous expliquer un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce qui caractérise cette classe d'actifs. Je la traite comme une classe d'actifs, mais une classe d'actifs à part. C'est le titre de l'interview, Paul. Totalement. Je pense que c'est une bonne manière de commencer. Effectivement, une classe d'actifs à part. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quelque chose qui est né en Australie il y a maintenant plus de 30 ans, avec une inspiration et des racines très anglo-saxonnes. L'idée de financer un contentieux, c'est un côté très anglo-saxon. Très concrètement, qu'est-ce que c'est déjà le financement de contentieux? C'est le fait de financer une personne morale, une association, un groupement de personnes pour mener un contentieux. Financer ces personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer tous les frais liés à ce contentieux, frais d'avocat, experts, tribunaux, autres, en échange d'un droit économique sur le résultat final. Comme ça, quand on le présente, effectivement, ça connote très anglo-saxon. Heureusement, il y a des opportunités en Europe. Ouais. Comment vous... alors, vous en êtes au 3e, 4e millésime, c'est ça que vous levez en ce moment, Paul? 3e terminé, 4e en cours de lancement. Bientôt la levée. Comment on adresse, pardon pour mon mauvais français, mais comment on aborde cette classe d'actifs? Comment ça fonctionne? Comment on monte un fonds, justement, de financement de contentieux, Paul? Alors, il y a déjà, le commencement du commencement, c'est qu'il faut avoir des contentieux. Ouais. Ces contentieux, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de cabinets d'avocats, en grande majorité, parfois de cofinanceurs, un peu dans la même logique que du private equity, d'autres acteurs de l'industrie qui aussi regardent des contentieux, et ensuite il faut les analyser. Donc avoir une équipe interne qui est capable de faire le filtre, les bons contentieux des mauvais. Qu'est-ce que c'est un bon contentieux? Très clairement, c'est un contentieux déjà qui va gagner des dommages et intérêts qui justifient un financement, puisque bien entendu c'est un financement très coûteux,
puisque tout le risque est pris par le financeur et plus par le plaignant. Une fois que vous avez identifié ces contentieux de qualité, il faut les mener à bien. Alors, il n'y a aucun contrôle, bien entendu, du financeur, on reste un tiers, mais il faut les suivre, et les suivre jusqu'au bout, puisque ça veut dire suivre un budget jusqu'à ce qu'il soit dépensé dans son entièreté, si besoin, et après partager les gains entre les parties, puisque c'est comme ça que le financeur récupère non seulement sa mise, mais également un rendement, et qu'il permet aux investisseurs d'être attirés, en tout cas intéressés au fonctionnement de ces stratégies. Exactement. J'imagine que les horizons de temps sont très variables d'un contentieux à l'autre. Totalement. Ouais, c'est ça. Totalement. Alors là-dessus, justement, c'est là où tout l'intérêt d'un portefeuille existe. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, les fonds qu'on lève, le dernier fonds qui a été levé est un fonds de 110 millions d'euros, qui, dans notre industrie, reste un fonds de, je dirais, mid-cap, les plus gros acteurs étant des acteurs qui gèrent plusieurs milliards, mais il n'y en a que quelques-uns. Donc, on se considère comme un peu mid-cap. Voilà. Des fonds de 110 millions, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente à peu près 50 contentieux différents, analysés et financés. Et avant ça, il faut savoir qu'il y a un filtre d'à peu près 1 sur 10 qui passe le cut, comme on dirait. Vos critères. Exactement. Donc on reçoit beaucoup de contentieux, on en regarde beaucoup, et après on décide avec notre comité d'investissement lesquels. Mais l'idée, c'est d'avoir un portefeuille assez diversifié, c'est ça, d'une certaine manière, le plus possible. Le plus possible, ça va permettre de mélanger les contentieux en fonction des juridictions européennes. Nous, c'est un gros point de focus. On veut vraiment investir beaucoup en Europe continentale, mais également il y a des très beaux contentieux, bien entendu, en Angleterre, aux États-Unis et partout dans le monde. Ensuite, effectivement, la durée. Est-ce qu'on arrive en cours de route ? Est-ce qu'on arrive au tout début ? Le contentieux est juste une idée et il faut vraiment partir de zéro et tout construire ensemble avec les plaignants et leurs équipes d'avocats ? Ou est-ce qu'on arrive à la toute fin ? Il faut aller exécuter, on a une belle décision, mais il faut encore faire le dernier pas. Et là, encore, un financeur peut avoir son rôle à jouer. Quels sont les contentieux qui vous intéressent ? Comment vous avez analysé cet univers ? Quels sont les critères que vous vous êtes fixés ? Et quels sont les dossiers que vous aimez bien ? Et à l'inverse, les dossiers que vous excluez peut-être de votre univers d'investissement ? Très bonne question. Alors effectivement, historiquement, on s'était concentré, comme tout le monde, sur le monde anglo-saxon. Donc des contentieux américains, anglais, surtout des contentieux qu'on appelle, nous, B2B, deux sociétés qui s'opposent sur un contrat ou un accord. Voilà, elles ne sont pas d'accord, elles vont en contentieux. Maintenant, ce qu'on voit et ce qu'on a beaucoup vu avec notre 3e millésime, c'est que déjà, on peut s'intéresser à l'Europe. Il est près de 80% investi en Europe continentale. Et en Europe continentale, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des actions indemnitaires. Donc ça, c'est une catégorie assez large dans laquelle on met notamment toutes ces procédures qui font suite à une décision d'une autorité nationale ou européenne. Par exemple, un cartel, donc une entente sur les prix ou une entente ou un abus de position dominante de la part de certaines sociétés, condamnées par une autorité de la concurrence. Derrière, grâce à une directive européenne qui est la directive dommages, vous pouvez, en tant que société lésée, ou personne lésée d'ailleurs, obtenir des dédommagements. Un exemple très concret, en Espagne par exemple, le cartel du lait. Donc là, c'est les sociétés acheteuses de lait qui ont été condamnées pour une entente sur les prix et un partage du marché par l'autorité de la concurrence espagnole. Derrière, l'amende qui était de plus de 80 millions d'euros ne vient pas indemniser les producteurs laitiers. Il faut mener une procédure. Et nous, c'est une de ces procédures-là que l'on finance en regroupant plus de 700 producteurs laitiers qui vont devant les tribunaux espagnols chercher à obtenir le dommage subi. Il y a d'autres catégories ou segments de contentieux, de marché de contentieux qui vous intéressent, Paul ? Totalement. Alors nous, il y a plusieurs segments. Si on suit un peu cette même ligne des autorités condamnent et nous, on suit. Il y a notamment tout le domaine de la RGPD, de la protection des données. Là, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait de ne pas respecter la RGPD, donc d'utiliser nos données sans nous informer, sans respecter les lois européennes. Il y a également tous les sujets de data breach, suite à des cyberattaques ou autres. Les fuites de données. Les fuites de données, exactement, pardon. Où les sociétés doivent informer non seulement leurs utilisateurs sur ce qui est parti ou a disparu et quelles mesures elles prennent. Et là, vous avez des gros contentieux qui regroupent du coup plus des consommateurs que des sociétés et du coup qui doivent se regrouper dans des associations ou dans des formats. C'est très intéressant parce que plus on regarde l'Europe, plus il y a des formats différents. C'est pas la même chose de mener un contentieux de masse aux Pays-Bas qu'un contentieux de masse en Allemagne. Et on verra ce que donne la France, puisque la France est un peu dans une autre dynamique concernant le contentieux de masse. Bon, est-ce qu'il y a des contentieux, des profils de dossiers que vous excluez d'office ? Je
pas, en raison de l'activité des entreprises, du secteur, etc., ou de la difficulté peut-être du contentieux, tout simplement. Alors nos derniers fonds, et le fonds qu'on va lancer actuellement, il est article 8 SFDR, donc il y a déjà certaines exclusions effectivement qu'on se fixe pour des typologies de boîtes, bien entendu des pays, parce qu'on est une société de gestion régulée par l'AMF, et après certains domaines. On est toujours côté plaignant à date. On n'a pas encore percé le mystère du financement côté défendeur. Mais ça existe. C'est possible, mais c'est pas encore fait. Et après, effectivement, en termes de typologie, il y a forcément une préférence aussi des spécialités en fonction de ce qui a bien marché pour nous par le passé et ce qui a moins bien marché pour nous par le passé. Il y a des typologies de dossiers très binaires, par exemple des dossiers où vraiment vous devez être convaincu par la stratégie et vous ne le saurez qu'à la toute fin. Ça, en termes d'analyse d'investissement et de mesure du risque, c'est très difficile, c'est très compliqué. Alors, vous pouvez être très bien rémunéré pour ce risque, mais est-ce que ça vaut le coup ? Un exemple, par exemple, c'est la propriété intellectuelle aux États-Unis. C'est des dossiers sur le papier très attirants, beaucoup de frais à financer et des royalties, donc des montants à récupérer en dommages et intérêts. Mais c'est énorme. Mais c'est un peu casse-gueule. Risqué et c'est vraiment un monde de spécialistes. Et justement, là, comment on accède à l'expertise quand on est une société comme Ivo Capital Partners, alors, qui travaille beaucoup sur la dette émergente. Moi, c'est comme ça que je connais Ivo Capital Partners, qui a cette niche d'expertise également. Comment vous accédez à l'expertise qui vous permet de sélectionner les dossiers ? Alors, j'imagine que vous avez peut-être des connaissances ou une formation juridique, Paul, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des partenaires ? Est-ce que vous travaillez aussi avec des gens de l'extérieur pour acquérir cette expertise sur les dossiers que vous analysez et que vous sourcez? Alors historiquement, effectivement, l'idée est venue de l'extérieur. C'est des avocats américains à l'époque qui avaient présenté aux associés d'Iveo leur premier cas à financer. Ils ont trouvé la structure très intéressante, le retour sur investissement également très intéressant et la diversification très intéressante. Aujourd'hui, cela paye puisqu'on en est à notre 3e millésime déployé à 100% et on va prochainement lancer le 4e. Après, effectivement, une fois qu'on a dit ça, il faut continuer à le faire. Donc en interne, on est une équipe avec principalement des profils juridiques. On a également des personnes qui viennent du monde de l'évaluation de préjudice, parce qu'il faut savoir évaluer le préjudice et aussi challenger, remettre en question les méthodologies qu'on nous présente pour arriver au chiffre qui nous paraît le plus réaliste. On s'aide forcément de l'extérieur, c'est-à-dire pour chaque cas, on fait une due diligence, donc une analyse très poussée avec des cabinets d'avocats externes qui vont nous aider, puisqu'on n'a pas le savoir pur et on ne peut pas dire qu'on est aussi bon en RGPD aux Pays-Bas qu'en droit de la concurrence en Espagne, mais pourtant on fait les deux. Et mis tout ça bout à bout, en plus de l'expérience acquise, on arrive à constituer des beaux portefeuilles aujourd'hui. En termes de classe d'actifs, justement, à qui s'adresse ce genre de fonds ? Qui sont les clients de ces millésimes chez Ivo Capital Partners ? Et à quoi ça sert dans un portefeuille global ? On évoque le sujet de la décorrélation. C'est vraiment pour ça que les clients viennent chercher ce genre de stratégie, Paul. Totalement. C'est vraiment, alors pour nous, les principaux critères, c'est effectivement cette décorrélation au marché et même décorrélation au sein même du portefeuille. Ah oui, c'est ça. Puisque même entre eux, les contentieux peuvent être dans des mêmes juridictions, mais finalement ont tous des vies totalement différentes et des enjeux totalement différents. Et d'ailleurs, souvent des défendeurs également très différents. Donc, une décorrélation assez incroyable de mon avis. Après, une asymétrie aussi très intéressante, puisque pour une classe d'actifs non cotés, avoir ce manque de lien entre combien vous financez et sur quoi vous êtes exposé, des dommages et intérêts qui n'ont rien à voir avec le montant financé. C'est pas parce que vous avez un plus gros budget que vous avez des plus gros dommages et intérêts, c'est pas forcément lié. Et nous, on récupère un pourcentage en général de ces dommages et intérêts. Donc là, cette asymétrie-là, c'est le deuxième gros argument. Et après, chez Iveo, nous, depuis le début, c'est l'utilisation de l'assurance. C'est un marché où les assureurs ont toujours été intéressés. Ils regardent, ils couvrent beaucoup de ces risques-là. Les risques juridiques, c'est quelque chose de tous les jours. Et en plus, ils acceptent de couvrir une forme de risque également chez nous. Ce qui permet de donner une certaine visibilité à l'investisseur, ce qui a permis d'ailleurs chez Iveo de continuer à lever de l'argent auprès d'une clientèle du coup qui a évolué. Initialement, très family office et un peu instit. Dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt très instit et un peu family office. Et maintenant, on ouvre encore plus, grâce notamment au format disponible, SLP, notamment française, qui s'ouvre aux investisseurs avertis qui peuvent y accéder. Et on voit du coup un appétit grandissant chez les multi-family office et aussi les conseillers en gestion de patrimoine qui créent des poches de non-cotés et qui veulent finalement loger quelque chose de plus à côté, une fois qu'ils ont fait le private equity, la private debt et autres. On est très content d'être dans la poche autre et on pense qu'effectivement, dans un portefeuille, ça a toute sa logique et ça ne peut que donner des bonnes surprises
pour les investisseurs. Merci beaucoup, Paul. Merci de nous éclairer sur cette classe d'actifs à part, Litigation Finance, ou le financement de contentieux. Paul de Servigny, gérant Litigation Finance chez Iveo Capital Partners, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.